Bonjour François, donc on se retrouve aujourd'hui pour aborder dans la continuité de notre volet 1 et 2, donc le volet 3. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que nous allons aborder principalement dans ce volet-là? Nous allons commencer sur ce volet 3 par la lutte au sol et la lutte à mi-hauteur pour arriver très vite, vous allez le voir, à la lutte debout. Nous allons maintenant entrer dans l'activité par une espèce de chronologie de situations incontournables. Et ces situations vont nous mettre devant un besoin de pratique motrice particulière. Et tout ça, ça a été préparé avec l'échauffement tel que nous vous l'avons présenté dans le volet 2 et selon des règles présentées dans le volet 1. Alors aujourd'hui, sur ce volet 3 et sur le volet 4, vous allez comprendre que la lutte au sol et la lutte à mi-hauteur sont les prémices de la lutte debout et qu'on ne peut pas rester dans une activité telle que les sports de combat à une lutte au sol qui est insuffisante à mes yeux et insuffisante au niveau de notre profession pour préparer des gamins à la chute. Et il faut complètement dédramatiser. Vous allez vous apercevoir que dans les exercices, il n'y a vraiment aujourd'hui aucun risque avec un règlement adapté. François, moi prof de PS, tu peux me dire concrètement comment je peux dédramatiser la lutte debout? Je te rappelle que le règlement adapté, c'est tout simplement une simplification, une réduction des chutes sur 5 formes de corps. Les deux plus dangereux, c'est-à-dire les souplesses et les arrachés, ont été enlevés du règlement de la lutte collège. On a gardé le règlement, l'essence même de l'activité, faire tomber, mettre au sol. On a gardé 3 formes de corps qui occasionnent 4 formes de chute que nous avons vues dans le volet numéro 2 et qui sont effectivement sans danger pour les élèves. Donc là François, on va aller sur le tapis avec une classe de 6e, mes 6e à moi, 6e 10, classe avec des élèves lambda, où tu vas me proposer justement un panel de situations. Tout à fait. Alors si le règlement avait été classique, je lutte debout, je fais tomber, j'immobilise au sol, on aurait pu commencer debout directement, mais dans un souci de sécurité, on va commencer par des situations au sol et nous allons progressivement remonter vers la lutte debout. On aura 2 principes à respecter. Le premier, c'est qu'il va toujours falloir faire un aller-retour entre l'attaque et la défense. On va placer les élèves dans une situation favorable, qui vont permettre des situations qui vont permettre aux élèves de réussir, d'être en réussite. Mais il va vite y avoir une réaction de la part du défenseur. Et à ce moment-là, en donnant des billes au défenseur, on va faire des allers-retours entre l'attaque et la défense. Numéro 2. Alors il faut savoir qu'à chaque niveau d'attaque que nous allons présenter aux élèves, il va y avoir un système de défense qui va s'installer, donc il va falloir trouver un chemin différent. Donc on va faire monter comme ça le niveau progressivement en fonction du niveau des élèves qu'on aura en face de nous. Un schéma simple, j'attaque, je réussis, je gagne, c'est fini. J'attaque, je suis bloqué, je trouve une autre solution. Dans cette situation où l'attaquant essaye de maintenir le défenseur sur le dos, il va devoir utiliser son poids de corps et respecter 4 ou 5 principes essentiels. Alors dans cette situation, l'attaquant est inefficace car il n'utilise pas son poids de corps, les saisies sont inadaptées, donc c'est très aisé pour le défenseur de revenir à plat ventre. Sur le plan pédagogique, il est intéressant de mettre des élèves en démonstration. Alors ici, nous avons choisi un attaquant efficace. On va vite comprendre pourquoi le défenseur n'arrive pas à sortir de la situation. Tout simplement parce que l'attaquant respecte ces 4 à 5 éléments incontournables pour être efficace. Finale, poitrine-poitrine. Il y a d'abord un contrôle face à face. La poitrine est bien au contact de la poitrine du défenseur. La saisie est correcte, les mains ne sont pas crochetées. Le visage est placé correctement à l'opposé de l'adversaire pour ne pas être affûté. Les appuis de jambes sont bien écartés. On est en appui sur les pointes de pied. Le corps est placé perpendiculairement au défenseur de manière à éviter le surpasser. Les appuis de jambes du défenseur sont repliés, fléchis, de manière à pouvoir pousser, exercer une poussée pour essayer de sortir de la saisie, mais dans cette situation très difficile. Alors une deuxième situation incontournable et rassurante parce qu'elle se passe au sol, il s'agit d'essayer de faire passer un attaquant derrière son défenseur en les plaçant au départ à genoux face à face. Ce qu'on voit souvent, c'est d'ailleurs un passage dessous les bras pour réussir à marquer un avantage, mais avec une progression sur les genoux. C'est un gros défaut, cette progression sur les genoux, la motricité est souvent inadaptée, vous le voyez ici, les élèves restent sur les genoux et ne savent pas prendre appui.
Dans la situation numéro 2, deux adversaires sont face à face. Cette situation est très, très courante. Dans cette situation, pour aller chercher un avantage, marquer un point, l'attaquant a d'abord le premier cas de figure, va pouvoir passer dessous les bras. Je passe dessous les bras et hop, je passe derrière en reprenant appui avec la jambe. Je ne peux pas passer dessous les bras puisque les bras sont fermés. Je vais passer derrière mais en effectuant une tirade de bras. Façon danse un peu, hop, je passe derrière et en reprenant appui, je suis derrière, j'ai marqué un point. Autre solution dans cette situation, je n'arrive pas à attaquer sur le haut du corps, je vais revenir sur le bas en venant saisir les deux jambes et en effectuant une poussée sur les jambes pour le renverser. Alors, situation numéro 3, il s'agit de retourner un adversaire en position quadrupédique. On vient de le voir ici, la demoiselle a réussi à la retourner avec un geste relativement efficace. On va revoir ce geste. En général, après un passage arrière, l'adversaire peut rester en position quadrupédique. Avec une saisie jambes et bras et une poussée, on arrive à retourner son adversaire. Ici, on le voit une nouvelle fois, une saisie sur le bras, une saisie sur la jambe, et on effectue une poussée en essayant de tirer sur ces deux saisies, et le retournement est effectué. Le retournement d'un défenseur en position quadrupédique. Je suis passé derrière, maintenant je vais essayer de le retourner. Alors, première solution, je vais saisir un bras par-dessous en prenant le poignet et le haut du bras et j'effectue une poussée. Je peux aussi prendre les deux bras en même temps pour effectuer cette poussée et retourner mon adversaire en le fixant poitrine-poitrine. Autre solution, saisie d'une jambe, on va effectuer la même chose, pousser en prenant cette jambe, pousser sur les pieds. Je peux prendre les deux jambes et de la même façon le retourner en gardant cette saisie et en effectuant une pression sur la poitrine. Maintenant, on combine ces deux gestes en prenant un bras et en prenant une jambe, en poussant sur mes appuis, je retourne mon adversaire et je le fixe. Avec une saisie jambe et tête. Alors, une réaction possible du défenseur sur mon attaque, le défenseur va placer sa jambe en opposition et son bras en opposition, ce qui va rendre mon attaque inefficace. Situation numéro 4, une attaque sur un défenseur qui défend à plat ventre. Une situation beaucoup plus courante et beaucoup plus difficile pour l'attaquant. Retourner un défenseur en position à plat ventre. On voit cette jeune fille qui commence à avoir quelques notions de levier mais qui sont encore relativement inefficaces. Alors chez ce jeune garçon, il a bien compris la notion de levier, le bras est passé sous la tête, sous le bras et sur la tête. Il n'arrive pas à le retourner parce qu'il y a un bras en opposition et parce qu'il n'exerce pas de poussée sur ses appuis. Il n'arrive pas non plus à utiliser correctement son levier. Dans la situation numéro 4, le retournement d'un défenseur qui est à plat ventre. Le défenseur a la tête relevée, les bras écartés, les jambes écartées. L'attaquant va placer des leviers, baisser la tête pour placer son levier sur le bras. Et là, il va effectuer une rotation. Il va tourner devant pour le retourner grâce à son levier. Et on finit dans le prolongement. Voilà. On saisit tête et bras. Je suis dans le prolongement. Fin du match. Alors, même travail, mais cette fois-ci, au lieu de passer devant, on va simplement pousser sur les jambes pour retourner l'adversaire et finir cette fois-ci poitrine-poitrine avec ce type de finale. Alors attention, sécurité, quand j'ai placé le levier, souvent l'élève vient mettre un bras en opposition, ça peut faire mal à l'épaule. Dans ce cas-là, on demande à l'attaquant de repousser le bras vers l'avant ou de le tirer vers l'arrière, mais attention, on ne laisse pas le bras dessous pour ne pas être aspiré en tournant. On enlève son bras ensuite et on effectue la poussée. Et voilà, finale, poitrine-poitrine, comme on a vu au départ. Une situation particulière, je n'arrive pas à placer mon levier, il est trop puissant. Je peux faire exactement la même chose sur les jambes. C'est-à-dire placer un levier sur les jambes, voilà, pousser et le retourner, voilà, je le retourne et je finis poitrine-poitrine avec une saisie tête et jambes. Alors un attaquant à genoux sous un défenseur, bien souvent c'est une situation difficile pour l'attaquant qui a effectué une mauvaise attaque et qui se retrouve dessous. Il n'a pas de solution. Dans ce cas de figure, on remarque que l'élève est revenu sur une position à genoux, donc avec une situation qu'on a vue auparavant. Mais c'est une situation délicate pour les attaquants quand l'attaque est avortée, pour aller chercher un point. Et voyons comment faire donc dans cette situation. Alors, situation numéro 5, l'attaquant fait une mauvaise attaque, arrive au sol mais n'a pas réussi à saisir les jambes. Voilà, première chose, ne pas se mettre à plat ventre. S'il se met à plat ventre, terminé pour lui, le passage arrière est facile pour le défenseur. On revient dans la position, l'attaquant est donc à genoux. Première chose, essayez d'aller récupérer une jambe, reprendre appui pour passer derrière. Voilà, passe derrière, hop, voilà,
Voilà, on essaye de revenir à cette situation. Si ça n'est pas possible, si je n'arrive pas, les jambes sont tendues, jambes tendues, voilà. L'autre solution, si je ne peux travailler que sur les bras, si le défenseur m'offre les bras en double manchette. Voilà, le défenseur vient de bloquer, je prends les deux bras, et une petite rotation simple, une technique très simple et très facile, et on finit sur un retournement aisé, dans le prolongement, contact dos sur la poitrine. Alors, situation numéro 5, mais cette fois-ci, étude du défenseur. J'attaque, mon attaque n'est pas de bonne qualité, le défenseur... Première chose, le défenseur va essayer de passer derrière, mais il ne peut pas s'il n'a pas décroché les mains. Je décroche les mains, je le fixe en appuyant très fort et en rafutant la tête. Et une fois que j'ai fait tout ça, j'appuie bien fort, je rafute, je peux à ce moment-là passer derrière et marquer mon avantage. Alors on passe maintenant à mi-hauteur avec une situation d'attaque avec un appui des extérieurs de jambes relevé qui me place l'attaquant dans une situation relativement favorable et qui rappelle un peu l'épervier. Donc nous avons préparé ces situations et dans cette situation l'objectif est bien évidemment d'aller chercher un avantage en faisant chuter son adversaire. Alors, pas de solution tout à l'heure. Ici, une solution intéressante et l'attaquant a été chercher la seconde jambe. Alors, situation intéressante pour l'attaquant qui a effectué une descente correcte et qui arrive dans de bonnes conditions sous son défenseur. La tête est bien placée, il a un appui de jambe extérieur, un genou placé au sol, une bonne saisie de la jambe avancée. Première solution pour faire tomber un adversaire, je vais chercher l'autre jambe en essayant d'effectuer une forme de vrille. Je pousse d'un côté, je tire de l'autre et ça provoque la chute. Deuxième solution, si je n'arrive pas à saisir cette jambe, je vais bloquer la première jambe grâce à un crochet et pousser sur mon adversaire en essayant de bloquer l'autre jambe également. Troisième solution, je bloque la jambe qui est éloignée si j'ai le bras assez long et j'effectue une poussée sur la jambe que j'ai saisie. Et parfois, je n'arrive pas encore à renverser. Donc, j'ai une quatrième solution. Il s'agit de contourner l'adversaire par l'extérieur grâce à l'appui de jambe qui est relevé. Alors, dans cette situation numéro 7, on place l'attaquant avec l'appui droit relevé. Il est important de comprendre qu'en lutte, on ne doit pas rester sur les genoux, on doit reprendre appui d'un côté ou de l'autre pour pouvoir placer des crochets à l'intérieur ou à l'extérieur. Ici, la demoiselle a bien compris qu'elle pouvait se servir de sa jambe sur la jambe la plus proche. On peut se servir aussi de cette jambe pour faire un crochet sur l'autre jambe. D'ailleurs, on va le voir ici, juste après. Vous voyez ce jeune qui bascule efficacement en utilisant l'autre jambe. Alors une autre solution d'attaque, cette fois-ci avec l'appui de jambe droit relevé, qui nous offre d'autres opportunités d'attaque. Le crochet de jambe peut être placé sur cette jambe-là en bloquant la cheville la plus proche, ce qui nous amène au sol avec un avantage acquis pour l'attaquant. Dans cette situation numéro 8, l'attaquant arrive en situation un peu difficile puisqu'il est sur les deux genoux, mais il a tout de même attrapé une jambe. La solution, il en a trouvé une, il a saisi la seconde jambe, et avec la faute du défenseur qui s'est chargé sur le dos, il a pu le renverser. L'objectif est de reprendre appui, mais on a aussi d'autres solutions, par exemple, comme il le fait là, reprendre la seconde jambe. Dans cette situation numéro 8, l'attaquant a effectué une attaque de qualité médiocre et arrive sur les deux genoux. Donc pour essayer d'être plus efficace dans son attaque, il va essayer de reprendre appui, ici avec son pied gauche, pour se placer en position favorable. Il peut aussi le faire avec son pied droit, selon son souhait. Il peut placer un crochet. Il a derrière son appui crocheté de manière à pouvoir effectuer une poussée pour renverser l'adversaire. Et face à ça, le défenseur va peut-être des fois chercher à décrocher la main ou rafuter le visage de manière à contre-attaquer et pousser pour essayer d'aller chercher un avantage. Alors on va essayer de casser cette dichotomie, c'est notre objectif. Il n'y a pas de cycle debout au sol avant de passer à un cycle debout. C'est la même chose, au cours du même cycle, tu vas repérer chez tes élèves deux choses simples. La première, j'accepte le contact, donc je m'accroche à mon adversaire pour tomber. Et je sais m'enrouler pour tomber, je ne bloque pas sur les bras, donc je n'ai plus de risque de blessure sur une chute. À partir de ce moment-là, tu pourras travailler sur des situations à mi-hauteur ou sur des situations debout sans risque. Donc dans un cycle 1, je peux très bien faire de la lutte debout. Dans un cycle 1, tu dois faire de la lutte debout si tu veux faire ton travail de prof EPS qui prépare un élève à tomber dans la vie sur des patins à roulettes ou il faut faire de la lutte debout très vite et habituer les élèves à accepter la chute. François, je te remercie beaucoup pour tous tes conseils et toutes ces situations qui m'ont permis de dédramatiser cette lutte debout. Alors à bientôt.